Just minutes after firing two fatal shots at the Virginia Tech dormitory on Monday, Cho Sung-hui returned to his own dorm room and made the final preparations to mail what appears to be a video confession. Le 16 avril 2007 a eu lieu la fusillade de l'université de Virginia Tech, qui s'est déroulée à Plattsburgh, dans l'État de Virginie. Et cette fusillade a fait 33 morts, y compris l'auteur des faits. Cet événement est le deuxième massacre en milieu scolaire le plus meurtrier dans l'histoire des États-Unis, après l'attentat de Bath Consolidated School en 1927. Et croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je me porte bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la fusillade de Virginia Tech. Et cette fusillade reste à ce jour la deuxième fusillade dans un milieu scolaire la plus meurtrière dans l'histoire des États-Unis. Petite parenthèse avant de débuter cette vidéo, il y a plus de 50% des gens qui regardent les vidéos mais qui ne sont toujours pas abonnés. Ça prend quelques secondes et ça m'encourage énormément à continuer mon travail. N'oubliez pas aussi de liker cette vidéo si c'est pas encore fait. Voilà, parenthèse fermée. Et puis nous, on est parti. Générique. Avant de parler de la fusillade telle qu'elle, parlons plutôt de l'université. Fondée en 1872, la Virginia Polytechnic Institute and State University est située dans les montagnes sud-ouest de la Virginie, à un peu plus de 250 km à l'ouest de Richmond, qui est la capitale de l'État. Elle est connue comme étant une école d'ingénieurs et pour son équipe de football universitaire, les Virginia Tech Hokies. Le 16 avril 2007, vers 7h du matin, les premiers tirs se produisent au West Ambler Johnston Hall, un dortoir mixte qui héberge 895 étudiants où 2 personnes ont été tuées. Les tirs continuent dans une classe de Norris Hall, qui est le bâtiment consacré aux sciences de l'ingénierie. Tous les cours de la journée et du lendemain sont évidemment annulés. L'université offre 5 000 $ à la personne qui pourrait apporter des informations supplémentaires. Le jour même, de forts vents produits par une violente tempête sur la côte ouest auraient empêché les forces de l'ordre d'utiliser des hélicoptères pour effectuer des évacuations médicales. Les premiers rapports annoncent un seul mort. Rapidement, le bilan s'agrandit et passe à 22 puis à 23 morts. Évidemment, le nombre augmente un peu plus tard. Quelques minutes après, le directeur de l'université a annoncé que la tuerie avait fait 33 morts. En ce qui concerne les blessés, évidemment, ils sont au nombre de 29. Parmi les blessés, il y a 2 étudiants qui se sont blessés en sautant d'une fenêtre du 3e étage de West Ambler Johnston Hall, afin évidemment d'échapper aux tirs. Cho Sung-hui. Voilà le nom de la personne qui a commis la deuxième fusillade la plus meurtrière aux États-Unis. Né en Corée du Sud le 18 janvier 1984, a immigré aux États-Unis avec ses parents dans la ville de Détroit en septembre 1992. Ses parents dirigeaient une petite entreprise de nettoyage à sec et sa sœur a été diplômée de l'université de Princeton. Cho Sung-hui a obtenu son diplôme en 2003. Selon Virginia Tech, Sung-hui a effectué sa dernière année d'études pour obtenir son diplôme en langue anglaise. Il suivait précédemment des études en commerce, mais changea pour l'anglais en dernière année. Sung-hui avait une adresse permanente dans le centre-ville de Virginie, dans une commune dans le comté de Fairfax. Selon le docteur Dolores Malaspina, directrice du département de psychiatrie de la New York University School of Medicine. Selon Dolores, Cho Sung-hui aurait probablement été affecté
par du perchloroéthylène, une substance toxique utilisée dans les nettoyages à sec. Très bien vu, car ses parents ont une entreprise de nettoyage à sec. Et ce qui, selon elle, augmenterait les risques de développer des syndromes schizophréniques. Un porte-parole de l'Université de Virginia Tech a décrit Cho comme étant quelqu'un de solitaire. Les cadres de l'université ont d'ailleurs eu de la difficulté à trouver des informations concernant l'individu. Une association de Coréens affiliés au campus de l'université ont affirmé plus tard en disant que Cho ne leur parlait jamais et ne les rencontrait très rarement. Cho était apparemment sous traitement médical et prenait des antidépresseurs. Dans le passé, il avait été accusé d'avoir allumé un feu dans un dortoir de l'université et d'avoir harcelé des jeunes femmes dans le campus. En 2005, plusieurs plaintes avaient été déposées contre Cho Sang-hee et il avait fait un rapide séjour dans un hôpital psychiatrique à cause de ses tendances suicidaires. Un tribunal l'avait déclaré comme étant malade mental. En décembre 2005, le tribunal avait aussi affirmé qu'il était un danger imminent pour lui-même et pour les autres. Le tireur a été identifié le lendemain comme étant Cho Sang-hee, un étudiant sud-coréen de 23 ans qui s'est donné la mort sur le lieu du crime. Les armes du tireur ont été évidemment retrouvées sur la scène de crime. Les enquêteurs, un peu plus tard, ont découvert dans leur boîte aux lettres une vidéo provenant de Cho Sang-hee, une vidéo testament, et grâce à Internet, on a accès à cette vidéo. La voici. I didn't have to do this. I could have left. I could have fled. But no, I will no longer run. If not for me, for my children, for my brothers and sisters, the chief. La chaîne de télévision NBC a diffusé le 18 avril 2007 une cinquantaine de photos parmi les 43 adressées par le tueur à la rédaction, entre les deux premiers meurtres et les 30 suivants. Le nom de Cho Sang-hee n'apparaît pas sur la lettre, seul le nom de l'expéditeur, Ismaël, est écrit pour adresser l'adresse de retour. Ce qui est particulièrement étrange, c'est que le même nom, Ismaël donc, se retrouve sur l'avant-bras écrit avec un crayon rouge. Certaines photos sont disponibles sur le site de NBC. On peut voir sur les photos publiées le jeune homme habillé d'une tenue d'apparence militaire, tenant deux armes dans ses mains. Sur une autre, un alignement de cartouches. Sur une autre, il mime son suicide en tenant son revolver ou un couteau contre sa gorge. Sur une autre, il tient un marteau à deux mains. Évidemment, avec quelques recherches, on s'est rendu compte que cette mise en scène ressemblait à une image tirée du film sud-coréen Old Boy. D'autres documents, une lettre et une trentaine de vidéos, totalisant une dizaine de minutes, ont été reçus par la chaîne. Ces documents, évidemment, ont été remis au FBI. Des extraits de ces vidéos-là ont été diffusés à la télévision américaine. La lettre comporte une référence aux martyrs comme Eric et Dylan, auteurs de la fusillade de l'école de Columbine. Si ça vous intéresse, je pourrais peut-être en faire une vidéo. Dans leurs ensembles, les lettres laissent découvrir de la rage et de la colère de l'auteur des meurtres. You had 100 billion chances and ways to have avoided today, but you decided to spill my blood. You forced me into a corner and gave me only one option. The decision was yours. Now you have blood on your hands that will never wash off. You just loved crucifying me. You loved inducing cancer in my head, terrorizing my heart, and raping my soul all this time. Vous vous souvenez, un peu plus tôt dans la vidéo, je parlais que Cho Sang-hee avait écrit sur son avant-bras en rouge Ismaël. Eh bien, il a plutôt écrit Ismaël Axe, ce qui pourrait probablement dire H de Ismaël. Ce qu'on peut déduire, c'est que ça pourrait évoquer le commandement d'Abraham d'immoler son premier fils, qui est Ismaël, dans la tradition musulmane, à l'aide d'un couteau ou d'une hache, selon les versions. En faisant mes recherches pour cette vidéo, je suis tombé sur des informations sur la tradition sud-coréenne, et ça disait que écrire avec de l'encre rouge est très mal considéré, puisque écrire le nom d'une personne à l'encre rouge revient à souhaiter sa mort.
Une rumeur a circulé quelques jours après la fusillade, indiquant que Cho aurait acheté des armes et des munitions sur le site eBay. Contrairement à ce que la rumeur disait, il n'a pas acheté d'armes ni de munitions, il a seulement acheté des chargeurs vides et un étui pour revolver. Le 18 avril 2007, donc moins de 2 jours après la fusillade, Virginia Tech a eu une nouvelle alarme. Des policiers armés de fusils se sont de nouveau déployés dans un bâtiment situé sur le campus, après qu'un appel téléphonique a signalé un événement suspect. Vers 8h30 dans le Burris Hall, qui est un bâtiment mitoyen de Norris Hall, ces craintes se sont avérées infondées, évidemment, et la police n'a évidemment pas donné d'informations. Visiblement encore sous le choc, Erin Sheehan a raconté sur les ondes de CNN qu'elle avait dû faire semblant d'être morte pour échapper au tueur, qui a laissé une vingtaine de personnes gisant sur le sol. Il a passé 2 fois la tête dans la classe. Il est finalement revenu plus tard, il s'est avancé à 1,5 mètres de la porte et il a commencé à tirer. Il avait l'air très décidé, il a touché presque tout le monde. Moi, je faisais semblant d'être morte. J'ai vu les balles frapper le corps des gens. Et il y avait du sang partout. Il est parti environ 30 secondes et il est revenu. Et il a recommencé exactement la même chose. Alors nous nous sommes pressés contre la porte pour qu'il ne puisse pas revenir. Mais la porte ne voulait pas se fermer. Il a essayé de forcer le passage encore 3 fois. Et il a commencé à tirer à travers la porte. Il mesurait environ 1,80 m. Il avait l'air jeune, asiatique, mais il portait une tenue de type scout. Il portait une veste à boutons brun-roux et une veste noire, peut-être pour les munitions, a dit Madame Sheehan, étudiante en première année d'ingénierie mécanique. Finalement, seulement elle et 3 autres étudiants ont pu sortir escortés par des policiers qui leur ont dit de partir en courant. Toutes les autres étaient inconscients, soit morts, soit grièvement blessés, y compris le professeur. Il y avait environ 25 personnes dans cette classe. Trey Parking, un étudiant d'ingénierie mécanique qui se trouvait dans la salle de Norris Hall, lieu de la seconde fusillade, a déclaré au Washington Post que le forcené a surgi dans la pièce à environ 9h50, ouvrant le feu pendant 1 minute et demie, lors desquels 30 coups de feu ont retenti dans la salle. Selon lui, le tireur a d'abord tiré une balle dans la tête du professeur d'allemand avant d'ouvrir le feu sur les étudiants. Selon ce témoin, le tueur avait environ 19 ans et abordait un regard très sérieux mais très calme. De son côté, Tiffany Oti, une étudiante de l'université, se souviendra longtemps de la peur qui l'a saisie, tandis que les bruits de détonation a commencé à résonner dans les couloirs de son établissement. La jeune femme a dit avoir entendu une 50aine de détonations à l'étage inférieur du sien. À un moment, nous avons entendu des cris et des gens qui couraient pour sortir du bâtiment. Nous étions effrayés, a-t-elle dit au CNN. Qui sait si le tireur n'allait pas grimper à notre étage, a-t-elle rajouté. Des chaînes de télévision et des radios ont fait entendre des enregistrements de conversations téléphoniques entre les étudiants et des proches. Des images captées par un téléphone cellulaire, c'est le début du téléphone cellulaire, on est en 2007, je dois rappeler, qui permettaient d'entendre une 30aine de coups de feu tirés en moins d'1 minute. Plusieurs témoins ont aussi dit que plusieurs étudiants avaient sauté par les fenêtres pour échapper au tueur. J'ai dû être le 8e ou le 9e à sauter.
et je crois que j'étais le dernier. C'est ce qu'a déclaré Alec Calhoun. Il a atterri dans un buisson et puis il s'est enfui en courant. Il s'est dit persuadé que les 2 autres étudiants qui se trouvaient derrière lui ont été atteints par balle, mais qu'il pensait qu'ils avaient eu la vie sauve, juste avant de sauter. Il a déclaré s'être retourné pour chercher son professeur du regard, ce dernier qui était resté dans la salle pour bloquer la porte. Et malheureusement, a été tué. Nous avons entendu des coups de feu et avions commencé à courir. Tout le monde essayait d'aller le plus loin possible, a raconté une étudiante au Roanoke Times. Il y avait entre 300 et 400 étudiants en train de courir pour s'éloigner du bâtiment. Peu après le début de la seconde fusillade, alors que des centaines d'étudiants affolés cherchaient à se mettre à l'abri, les haut-parleurs de l'administration disséminés sur les 1000 hectares du campus lançaient cette mise en garde. C'est une urgence, c'est une urgence. Mettez-vous immédiatement à l'abri à l'intérieur. Restez loin des fenêtres et demeurez à l'intérieur. Jason Piat, un étudiant, a toutefois dénoncé la manière dont les autorités universitaires ont réagi après les premiers tirs. Je suis révolté par le fait qu'alors que quelqu'un a été tué par balle dans un dortoir à 7 heures du matin, les premiers courriels à ce sujet ne parlaient pas de fermer le campus ni d'annuler les cours. Ils se contentaient de dire qu'ils enquêtaient sur les tirs. C'est ridicule. Et pendant qu'ils envoyaient ce courriel, 21 personnes ont été tuées. Je sais que j'ai pas l'habitude de faire ça, mais dans cette histoire, il y a eu plusieurs victimes et j'aimerais aujourd'hui leur rendre hommage et vous afficher la liste, leur nom, leur âge, etc. La voici. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bref, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et de lâcher un petit like à cette vidéo, ça m'aide à m'encourager. Et puis nous, en attendant, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, à bientôt.